Et merci. Merci. Alors, Vincent Ducret nous a rejoint, Si, comme je vous voulais pouvez le dire voir. Il va Michel. être rejoint par Manuela Paco, directrice générale adjointe de Mediapost. On est très heureux de t'avoir avec nous. Merci. Mediapost est un groupe en pleine transformation qui accompagne justement dans la transformation en termes de communication un grand nombre d'acteurs. Et le premier thème, c'est effectivement, on en a beaucoup parlé ce matin, les enjeux autour de la big data. La question, c'est qu'est-ce que les responsables CRM en font en gros en 2015, quoi. Le prisme du CRM, il est intéressant parce que c'est vrai que la plupart des acteurs de ce marché de la big data viennent des médias digitaux, et puis la plupart des cas d'illustration qu'on voit dans les workshops ou autour des tables rondes sont très focalisés sur l'optimisation de l'achat média digital ou la qualification des audiences web. Mais nous, Mediapost Communication, on a un acteur traditionnel du marketing relationnel, et puis derrière nous, il y a La Poste, et La Poste est un acteur traditionnel du marketing direct. Mais depuis cette position, on voit aussi se transformer, s'opérer des grandes transformations dans les métiers du CRM chez nos clients et dans nos propres pratiques. Alors, pour illustrer ça, j'ai choisi de partager avec vous une étude qu'on a menée avec l'Union des annonceurs et l'Institut Ginger auprès d'une centaine de responsables CRM français. Cette étude, elle dit plein de choses, mais elle aborde le sujet de la big data. Hop. Ah, je suis allée trop vite. Il faut que je revienne. Le rouge, voilà, la techno. Cette étude, en fait, quand elle pose la question aux responsables CRM français, est-ce que vous maîtrisez, est-ce que vous avez connaissance du concept du big data ? Première surprise, c'est ça aussi la réalité des usages en 2015, il n'y a que 23% des responsables CRM qui ont une bonne connaissance et une bonne maîtrise du sujet. Deuxième surprise, hop, je vais y arriver, Vincent, avant la fin, hop. Deuxième surprise, c'est que même si 23% d'entre eux n'ont pas forcément une bonne maîtrise du sujet, par contre, pour la majorité, 84%, ils ont compris qu'il y avait un lien irrépressible entre le CRM et la big data. Alors c'est quoi ce lien ? Il y a quelques exemples, vous voyez, laissez détailler. Ce lien, en fait, c'est la convergence de trois choses. L'identité du client, ça c'est une donnée qu'on retrouve dans tout bon CRM. Les données de navigation de mes clients, ça c'est la nouveauté. Et puis l'activation multicanal. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà, on est en train, en matière de CRM, de franchir une ligne, parce qu'on est en train de passer d'un monde où on manipulait de la donnée plutôt statique ou plutôt statistique. Et on est en train de basculer dans une logique en fait, de données dynamiques, de données de flux et de données avérées. Voilà. Est-ce que le big data est vraiment une révolution dans tout ce qui est vraiment connaissance client ? Et si oui, comment ? Alors, c'en est une et en même temps, c'en est pas une. C'est pas une révolution parce que quand on est aguerri aux techniques CRM, finalement, rajouter derrière mes données clients des données de navigation web de mes clients, ça n'est qu'un enrichissement de plus par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis rajouter le cookie ou les cookies de mes clients dans mon CRM au travers de toutes les technologies dont on parle sur ce Hub Forum, DMP et compagnie. Et bien finalement, ce n'est qu'ajouter un canal d'activation de plus en complément de l'adresse postale, de l'email, du SMS, etc. Donc en ce sens-là, au-delà de la technologie et puis du rapport au temps qui change avec la big data, c'est pas vraiment une révolution. Le concept est assez simple à comprendre d'un point de vue de responsable de CRM. Par contre, c'est une révolution parce que avec la big data appliquée à ma relation client, j'arrive à faire enfin, avec mon site web, ce que je fais de façon ancestrale dans mon point de vente. Bonjour Madame Paco, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, j'ai un produit qui est arrivé qui va vous plaire, je vais vous en parler. Ça, maintenant, on est capable de le faire sur un site web. On est capable de reconnaître son client et puis d'avoir quelques informations qui vont nous permettre de l'aborder de la meilleure façon, la plus adéquate d'un point de vue commercial. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est la connaissance client. C'est la question que tu poses. C'est-à-dire qu'on est capable, avec l'association de la donnée de navigation et de la donnée CRM, d'aller beaucoup plus loin dans ce que nos clients nous apprennent et donc dans la façon dont on peut développer une relation personnalisée avec eux.
Un CRM, ça va me dire ce que mon client fait chez moi, ce qu'il m'achète, quand est-ce qu'il est venu la dernière fois, est-ce qu'il clique sur les newsletters que je lui envoie, qu'est-ce qu'il a acheté, etc. Quel est son historique, depuis quand est-ce qu'il est client. Mais en fait, un CRM ne va pas me dire ce que mon client fait dans la vraie vie. Et ça, c'est important. Et les données de navigation permettent en fait d'apporter cet éclairage. Et c'est important en fait. On travaille beaucoup chez Mediapost Communication autour des moments de vie. C'est-à-dire qu'on va exploiter les données de navigation web pour capter des moments de vie, des changements dans la vie des clients. Et ça, c'est super important parce que pour une marque, c'est important de prendre la parole à un moment où il y a un changement dans la vie de mon client. C'est le bon moment de lui proposer mon produit, mon offre ou d'aborder un sujet, mais ça peut aussi être le bon moment de surtout d'éviter de parler de certains sujets. Donc je vais prendre un exemple assez concret. On va être capable d'identifier de la navigation d'individus sur des sites de petites annonces immobilières ou sur des sites de gestion administrative d'un déménagement et donc d'identifier un projet de déménagement chez un internaute. Et donc ça c'est important parce que par exemple pour un opérateur de la téléphonie, ou pour un cuisiniste, c'est vraiment le bon moment de parler de ses offres au consommateur parce que c'est le moment où il est en train de se pencher sur la question. À l'inverse, et je l'ai entendu dans les entretiens précédents, et c'est très vrai, lui parler de mes offres de cuisine ou de mon offre triple play 2 mois après qu'il ait déménagé alors qu'il vient de s'équiper, je fais juste que polluer sa boîte mail ou polluer sa boîte aux lettres avec mon catalogue. Voilà. Donc ça c'est important et c'est une sacrée révolution en matière de connaissance client. Et pour finir, dans nos métiers traditionnels de marketing relationnel, voire de marketing direct, là aussi la big data, ça veut dire pour nous une révolution et ça veut dire qu'on doit arriver à pivoter la façon dont on travaille. On est en train de passer, en matière de marketing relationnel, d'une logique de masse. J'écris à tous mes clients pour leur annoncer ma nouvelle collection printemps-été. J'écris ou j'envoie un email, ou voilà, à une logique de flux. Tous les jours, depuis mon CRM et ma DMP, vont partir des messages qui vont être initiés, déclenchés, par des données de la navigation web de mes clients. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et par exemple, ça nous oblige, la Poste, à twister un peu notre offre de courrier publicitaire adressé, à changer la mécanique tarifaire, à changer la logique industrielle et logistique pour être capable, et c'est le cas aujourd'hui, de déposer dans une boîte aux lettres un document 3 jours après une navigation web qui va reprendre le contenu des pages qui ont été visitées. Du coup, il y a révolutionnaire. Tout à fait. Non, mais l'idée clairement, c'est de connecter online et offline. Et on le voit dans cet exemple que clairement, aujourd'hui, une navigation web qui génère derrière une communication physique, c'est quand même assez unique. C'est quand même la connaissance que vous avez du territoire. Du coup, il y a un vrai sujet derrière les data. On l'a un petit peu abordé ce matin avec la ministre. C'est ces enjeux autour de la privacy, effectivement, la sécurisation des données et tout ce qui est intrusivité. Est-ce que tu peux nous donner un peu la position de la Poste là-dessus et ta position? Oui, bien sûr. Mais avant ça, je vais aborder un autre sujet, en fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis une direction marketing, je suis un responsable CRM. J'ai mis en place tout un tas de technologies big data. J'ai changé, en fait, mon organisation marketing. J'ai fait venir des fonctions nouvelles qui n'existaient pas il y a 1 an avec des noms alambiqués. J'ai transformé ma direction marketing en centre de profit et je monétise mes data. C'est dommage de faire tout ça pour n'activer qu'en digital. C'est ça. Alors, c'est ce que tu observes. Ouais, en fait, c'est notre conviction. Et puis, dans les dispositifs multicanaux qu'on met en place chez nos clients, c'est ça qui fonctionne. Alors, c'est vrai que le digital est incontournable. Ça offre des possibilités de réactivité qui sont fantastiques. Ça offre des formats qui sont super percutants et très innovants. Mais ça ne fait pas tout. Jusqu'à preuve du contraire, c'est difficile de faire goûter un produit sur un site web. Donc, forcément, c'est dommage de ne pas avoir une activation multicanale quand on a mis en place tout ça. Et alors, comment dire, je suis un peu perdue. L'idée, c'est de pouvoir, en gros, après avoir réussi sa transformation, de toucher tous les touchpoints et pas uniquement ceux qui sont associés au digital. C'est vrai que quand on a fait l'effort financier, Emmanuel, mon associé, a un peu abordé ce matin les grands plans de transformation, on parle comme le groupe Accor ou AXA, c'est quand même des centaines de millions d'euros. C'est juste dommage de restreindre et utiliser uniquement le canal digital, quoi.
Est-ce que dans la vraie vie, le parcours du consommateur, il est multicanal? Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a plus débat. Il faut demander aux agences, en média planning, il n'y a pas de média planning qui aboutit sur du monomédia. Parce que dans la vraie vie, on passe par plein de points de contact avant d'acheter. Je vais partager, pour être précise, un exemple avec vous. On a décortiqué le parcours d'achat d'un produit d'électroménager. Alors c'est une étude qui a plein de slides, donc je ne vais pas tout vous montrer, mais on fait beaucoup d'études chez Mediapost Communication sur le parcours d'achat et les points de contact qui entrent en considération dans les phases d'attention, de sélection, d'achat et de relation. Parce que c'est difficile de trouver le bon dosage et le bon mix média. Donc déjà, on peut se tromper, donc c'est important de l'étudier. Et puis deuxièmement, parce qu'on est agnostique en fait. Je parle beaucoup de multicanal, mais du vrai multicanal. Dans une année pleine, dans le groupe La Poste, en matière de communication, on va délivrer 11 milliards de documents en boîte aux lettres. On va router 10 milliards d'emailing, je n'ai pas fait exprès, on est à la croisée des chemins. On a 30 millions de cookies par mois, et puis on a 25 millions de visiteurs uniques sur les sites web dont on a la régie. Donc, on peut jouer avec tous ces canaux, mais pour ça, il faut qu'on l'étudie en amont. Et alors, cette étude sur l'électroménager, elle va comparer le parcours d'un achat offline, en magasin, au parcours d'un achat online, en point de vente. Et là, on voit deux choses. Donc, comment ça se lit? Par exemple, il y a 8 points de contact qui ont un vrai impact dans la phase de sélection pour un acheteur offline. D'accord? Mais bon, sans rentrer dans le détail, parce que les points de contact, c'est les points de vente, les amis, les médias, les prospectus, les sites web, les comparateurs de prix, etc. Finalement, pour acheter un frigo ou une machine à laver, il y a 30 points de contact qui jouent un rôle dans le parcours. Donc c'est dommage d'en utiliser qu'un, 2 ou 3. Et puis, deuxième idée reçue battue en brèche, l'achat online n'est pas plus simple. On a détecté plus de points de contact dans le parcours d'achat d'un frigo ou d'une machine à laver online que dans un point de vente. Voilà. Donc, comment on fait? Je vous ai montré quelques exemples de dispositifs de ce qu'on déploie chez nos clients en matière de multicanal. Premier exemple, je suis une banque et mon dispositif m'indique que j'ai un de mes clients, donc client que j'ai reconnu comme client, information CRM, qui est en train de consulter des sites de voyage, donc il prépare ses vacances. Donc il a un projet de voyage. C'est le meilleur moment pour lui adresser une offre de crédit à la consommation, par exemple, et de le faire plutôt sur un support qui permet de laisser de la place à de l'écrit, donc de l'emailing ou bien du courrier adressé, parce que c'est une offre un peu technique. Deuxième exemple. Je suis un promoteur immobilier, je vends des appartements en programme neuf. Et puis, mon meilleur canal transformant, c'est mon call center avec des campagnes d'appels sortants. Je vais être en capacité de fournir à ce call center, toutes les 3 heures, une liste de numéros de téléphone qui correspond à des internautes qui se sont particulièrement attardés et qui ont passé un peu de temps sur des programmes immobiliers et sur un en particulier. Et puis, s'ils ont passé un peu moins de temps, je vais moins investir dans mon coût contact et puis je vais envoyer une brochure. Troisième exemple. C'est l'exemple de l'expérience produit, donc c'est mon fameux échantillon. Donc, j'ai un internaute dont je détecte une affinité avec mon produit. À lui, et rien qu'à lui, je vais lui envoyer un échantillon, ou bien un échantillon de la gamme. Parce qu'un échantillon, ça coûte cher. Un courrier adressé, ça coûte cher. Donc, il ne faut pas l'envoyer là où on a de la déperdition, il faut être sûr de l'envoyer sur une cible qui a une forte probabilité de transformation et qui est en fin de parcours. Et quand on fait ça, on a des ROI intéressants, voire très intéressants, parce que le courrier adressé, ça marche. Dernier exemple, je reconnais un prospect sur mon site web. Je suis un constructeur automobile et je lance un véhicule. Et donc, mon objectif, c'est de faire venir un maximum, de générer un maximum d'essais dans mes concessions automobiles. Donc, pour ça, je regarde qui vient sur mon site internet et par déduction, parce que je mets mes clients en repoussoir, j'identifie des prospects. Après, une fois que j'ai fait ça, je fais un travail de data mining classique. Je vais donner un score à ces prospects en fonction de comment ils sont déjà équipés, de quelle est leur structure de foyer, leurs revenus, etc. Et plus ils ont un score élevé, plus je vais investir dans le coût contact pour les inviter à l'essai. Donc ça va aller de l'emailing au display, en passant par le téléphone, en passant par le courrier adressé, et puis le point de contact le plus coûteux et le plus transformant, l'invitation par téléphone. Voilà quelques exemples en fait qui permettent d'illustrer ce qu'on est capable de faire en matière multicanal et puis quelles sont les bonnes pratiques, parce que c'est surtout ça qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui.
pour conclure, effectivement, ces aspects privacy et intrusion. Oui, parce que effectivement, ça peut paraître un peu intrusif et ça peut vite le devenir et surtout ça peut être vite mal perçu par le consommateur. Donc, évidemment, la meilleure façon de faire, c'est d'abord de respecter la loi et les directives de la CNIL, mais bon, quand on est groupe La Poste, on n'a pas trop le choix, on le fait. Et puis, la deuxième bonne façon de contourner ce problème ou de bien le gérer, c'est aussi de respecter le consommateur, ce qui n'est pas forcément une directive légale, mais qui est un gage de réussite en fait, des offres qu'on déploie. Pour respecter le consommateur, il y a 3 façons de faire. La première, c'est de gérer la pression commerciale. Et ça, on sait faire. C'est vrai qu'en matière digitale, on a vu fleurir récemment les adblocks, ça se développe, mais finalement, nous, ça fait 40 ans qu'on voit fleurir sur des boîtes aux lettres des stop pubs quand on abuse un peu du prospectus ou qu'on en fait très souvent. Tout ça est une question de gestion de la pression publicitaire et les techniques CRM permettent de mesurer ça et de doser la bonne pression. Deuxième façon de respecter le consommateur, c'est de gérer le consentement. Alors, c'est pour ça qu'on a développé, au-delà en parallèle de ces dispositifs-là, un site VRM pour recueillir le consentement et les affinités. Mais quand on a fait ça, ça ne suffit pas. Il faut ensuite qu'on le déploie et qu'on le fasse connaître parce que c'est bien souvent le tort qu'on a. Donc là, on a encore un petit peu de travail et on va s'y mettre. Et puis, la dernière façon de faire, c'est effectivement de lui proposer de rester anonyme. Et là, c'est pareil, on a encore des outils qui existent, qu'on applique, mais qu'il faut continuer de déployer. Alors, le business de la data, parce qu'il me reste 10 secondes, donc je vais conclure. Le business de la data, c'est un business qui se développe, c'est un business de la big data, c'est un business qui est en marche. Ça veut dire que si on veut se positionner comme un acteur éthique de ce marché-là, et c'est notre cas groupe La Poste, en tout cas c'est notre stratégie, ça veut dire qu'il faut investir et que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il faut y mettre les moyens. On a la chance, on est le groupe La Poste, donc on a les moyens de mettre en œuvre nos valeurs. Donc ça, c'est le premier point. Mais quand même, c'est un business en construction, ce business de la big data et de la data. Donc forcément, à certains moments, on peut se tromper. On peut se tromper de partenaire, on peut se tromper dans les choix techniques qu'on fait. Eh ben, il faudra vite qu'on corrige et qu'on rectifie le tir pour garder notre cap, qui est celui de se positionner comme un acteur éthique. Très bien. Voilà. Manuela, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. L'occasion de rentrer vraiment dans le détail de l'engagement multicanal. Oui, je vous invite à venir nous voir sur notre stand où on répondra à toutes vos questions. Et puis on a un workshop demain matin aussi sur le sujet où vous êtes cordialement invités. Merci beaucoup.